Bonjour à tous. Bonjour. On vous retrouve pour les top et flop du mois de mai et ce mois-ci, beaucoup moins de choses à présenter, hein. La vie reprend. Oui. On pourrait faire un top des terrasses par contre, peut-être. Peut-être, ouais. Alors, on commence avec un dessin animé qui est passé à la télé, que moi je n'avais jamais vu et que pour le coup ça faisait partie des dessins animés que j'avais vraiment envie de regarder. C'est Vice Versa, donc un dessin animé des studios Pixar. Et en fait ça parle des émotions, donc les personnages sont les émotions à l'intérieur d'une petite fille. Et en fait la petite fille déménage, elle devient très triste et voilà on suit un petit peu ses émotions quoi. C'est difficile à expliquer en fait. En fait les émotions sont personnifiées donc c'est très allégorique mais ça donne l'impression dans toutes les péripéties qu'en fait ça expose de manière allégorique le fonctionnement d'une psychanalyse et de l'esprit humain. C'est ce que j'allais dire, c'est que ça explique, c'est un peu comme il était une fois la vie quoi, finalement, ça explique un peu le fonctionnement des pensées, des émotions et tout, du cerveau, et c'est hyper bien fait, franchement, c'est génial, je comprends que ça ait eu autant de succès. Et c'est un dessin, c'est très Pixar, c'est très coloré, mais il y a des moments où en fait, alors, et sans spoiler quoi que ce soit, mais où en fait on voit la petite fille qui se coupe de certaines choses qui émotionnellement sont importantes pour elle, et la manière dont c'est représenté dans le dessin animé retranscrit vraiment ce qui se passe, et on est triste du coup pour elle, et on est vraiment pris dans l'histoire. Oui. C'est très émouvant. Moi je l'avais vu au cinéma et je l'ai revu avec plaisir. Ouais. Mais c'est vraiment hyper bien, et puis je pense que pour des enfants c'est vraiment très intéressant à montrer quoi, pour qu'ils comprennent un petit peu aussi ce qui se passe dans leur tête quoi. Donc vraiment gros top sur ce dessin animé. Absolument. Vice versa. Ensuite, on a continué la série des Aliens et on a regardé Alien Prometheus et Alien Covenant qui sont donc deux films préquels de Alien. Donc l'histoire se passe avant le premier Alien et raconte la genèse des aliens. En fait, comment est-ce que les aliens se sont créés. Voilà, on va pas en dire plus. Non, parce qu'après ça rentre dans la catégorie spoil. Oui, c'est ça, ouais. C'est difficile de trop expliquer. Donc ces deux films ont été réalisés par Ridley Scott, qui est donc le premier réalisateur du premier Alien. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient quand même assez différents du premier Alien. C'est plus des films d'action blockbuster américains que le premier Alien qui a quand même une atmosphère qui est très particulière. Alors, je trouve que t'es dur sur le terme blockbuster parce que t'as beaucoup de dialogues et t'as des dialogues qui orientent des réflexions sur le rapport à la création, qui est mon créateur, avec une mise en abîme sur le rôle de l'androïde, parce que ça c'est le fil rouge d'Alien qu'on retrouve encore dans ces deux films là, c'est la présence d'androïdes, avec en plus un rôle vraiment particulièrement important dans ces deux films, et donc je trouve que Ridley Scott il livre aussi une réflexion sur le rapport à la création, et c'est un peu plus qu'un blockbuster quoi. C'est pas si simple. Mais bon, visuellement c'est quand même c'est des gros boum boum partout, c'est des décors. Dès que tu vois une explosion, un monstre qui bave, ça y est toi. Mais les aliens ils sont beaucoup plus gore que dans le premier, ou même dans les deux premiers quoi. Mais bon, mais non, mais c'était pas mal. Franchement, moi j'ai bien aimé, je trouve que l'histoire elle est intéressante, ça se tient par rapport aux autres aliens finalement. Ça se regarde avec plaisir, ça met une cohérence dans la saga. Après, des fans 100% hardcore d'Alien auraient sûrement beaucoup plus à en dire, mais voilà, nous dans un mode un peu casual, on a vu ça avec plaisir, on a complété un peu notre filmographie Alien avec plaisir. Et à présent, c'est le moment de l'instant Van Damme, que tout le monde attend maintenant chaque mois. Avec impatience. Exactement. Ce mois-ci, on a vu un Van Damme que j'avais pas forcément prévu de montrer à Valérie, en tout cas pas tout de suite. Et en fait, on l'a regardé parce qu'il était disponible sur Netflix, et Valérie m'a dit tiens, on a qu'à regarder ça fera le Van Damme du mois. Très bien, puisque enfin tu te prends en jeu. J'ai dit ça, moi. C'est toi qui l'as dit, oui, tout à fait. Non mais tu sais pourquoi j'ai dit ça? Alors on va faire une petite dédicace à ton frère quand même, puisque c'est lui qui avait proposé ce film. Oui, c'est vrai. Dans une des vidéos, on avait demandé quel film de Jean-Claude Van Damme je devais regarder en premier, et ton frère avait proposé donc... Kickboxer. Voilà, Kickboxer.
Voilà. Et je voulais pas le montrer à Valérie tout de suite parce que je pense qu'il faut s'acculturer un peu à Van Damme avant de regarder Kickboxer. Kickboxer, c'est un des premiers Van Damme et le scénario est quand même inexistant. Et par contre, le film est vraiment centré autour d'un parcours, mais qu'on voit souvent, enfin dans plusieurs fois dans des films de Van Damme, où il se fait défoncer, il s'entraîne, il devient plus fort et il bute le rival qu'il a rencontré au début. Et Kickboxer, c'est un des premiers films voire même le premier qui pose cette grammaire des films de Van Damme de manière très épurée, puisqu'il se passe rien d'autre que ça. Et c'est dans ce film-là qu'on retrouve plusieurs scènes. Non, mais il y a une seule histoire, mais c'est dans ce film-là qu'on trouve aussi plusieurs scènes qui sont vraiment iconiques dans la filmographie de Van Damme. Les scènes d'entraînement avec le vieux Thaïlandais qui lui lâche des noix de coco sur le bide, qui lui fait taper dans les bambous jusqu'à ce qu'il saigne. La scène de danse dans le bar, où le vieux il le fait boire pour qu'il soit bourré, qu'il danse avec les filles, que ça énerve les mecs et qu'après ils se battent, et où Van Damme a une tenue complètement improbable avec une espèce de débardeur à bretelles et un pantalon à pince, enfin au milieu de la jungle, tu sais pas ce qu'il fout là, s'il sort d'un défilé ou je sais pas quoi, et d'ailleurs il se met à danser bourré d'une manière qui a peut-être pas très bien vieilli, enfin il est marrant ce film en fait, et moi j'ai eu plaisir à le revoir, ça m'a bien fait rigoler. Bon bah moi j'ai trouvé ça nul. Peut-être aussi nul que c'était quoi Double Impact, celui avec son jumeau là, que j'ai pas aimé. Mais c'est deux films très différents. Oui, c'est très différent, mais c'est tout aussi nul. Désolée. Pourtant on n'a pas fini, il reste quand même quelques Van Damme, Van Damme à voir. J'espère qu'ils seront mieux. Les prochains qu'on verra, ce sont un peu les frères spirituels de Kickboxer. Il y a deux autres films que j'ai en tête. Ça te promet alors. Ah ben on a commencé, t'as mis la main dedans, t'as vu Kickboxer, faut que tu vois les deux autres. Donc les deux prochains qu'on verra, ce sera deux films un petit peu similaires à Kickboxer dans leur photographie, leur déroulement, le jeu d'acteur et les scènes de combat qui sont mises en avant. J'ai hâte. Ensuite, on a une comédie bas de plafond qui a pas beaucoup fait rigoler Valérie. Si, c'était sympa, mais bon, moi je l'aurais pas mis dans les tops. C'est Nico qui l'a repêché. Mais je trouve que c'est dur de le mettre en bof en fait. Je trouve non, ça suffit de le mettre en bof. À côté de Alien, tu vois. Non, mais oui, mais c'est pas le même plaisir. Ou de vice versa. Mais c'est pas le même divertissement. Bon, vas-y, dis ce que c'est. Alien, c'est esthétique, vice versa, c'est émouvant. Et donc, Babysitting 2. Eh ben c'est poilant, voilà. Alors par contre c'est très bête, et je pense que si on n'a pas rigolé devant le premier, faut pas regarder celui-là, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, moi j'ai rigolé comme un tordu du début à la fin, et je me suis senti débile, j'ai perdu 3 points de QI sur la soirée, mais je me suis couché, j'étais détendu, et j'ai passé une bonne nuit. Voilà, c'est très bien Babysitting 2. Oui, mais c'est un divertissement du dimanche soir, quoi. Eh ben exact, mais tout à fait, et ben alors, il n'y a pas de honte à être un divertissement du dimanche soir. Est-ce qu'on raconte un petit peu l'histoire quand même? Et en fait, dans Babysitting 1, donc c'est Philippe Lachaud qui est le réalisateur et l'acteur principal, donc il se retrouve à devoir garder le fils de son patron. Et puis bon, ça part un peu. Alors c'est un remake français de Very Bad Trip, quoi, si on veut, voilà. Il y a un peu de ça, ouais. C'est inspiré. Donc la soirée part en cacahuète totale, quoi. Et là dans le 2, il part au Brésil rencontrer le père de sa fiancée. Donc cette fois il n'y a pas d'enfant à garder par contre. C'est un babysitting où il n'y a pas d'enfant à garder. C'est juste pour dire que c'est la suite du premier, ramener des gens au cinoche. Hein, mais c'est la suite par contre. Mais c'est la suite, oui, puisque effectivement dans le premier il rencontre sa fiancée, et donc dans le deuxième il part au Brésil rencontrer le père de sa fiancée, et donc là pareil, ça part en cacahuète, ils partent en excursion, et puis voilà, il leur arrive plein de trucs complètement délirants, et voilà, mais bon, c'est rigolo. Et on a toujours en fait cette narration a posteriori, au travers d'images d'une caméra qui est retrouvée sur place dans un moment d'un petit peu de crise qui est découvert par des personnes externes, et il visionne les images de la caméra et il voit au fur et à mesure ce qui est arrivé donc à Lachaud et aux autres protagonistes. Donc on a cet aller-retour permanent entre les flashbacks par le biais de la caméra et les réactions des protagonistes qui regardent les images, et donc ça donne lieu aussi à pas mal de quiproquos, enfin... Voilà, c'est drôle, c'est bien ficelé quand même dans son style. Non mais oui, c'est sympa, c'est sympa. Et pour finir, je vais vous parler d'un jeu vidéo, comme d'habitude d'un jeu vidéo qui est sorti il y a plusieurs années, parce que moi c'est comme ça que je consomme ce média. Et donc en l'occurrence, je viens de commencer Assassin's Creed Unity,
donc sur la Xbox One. Donc bon, je vais pas rappeler le principe d'Assassin's Creed, on est un assassin dans un monde un peu ouvert et à une période dans le temps, une période historique et dans une ville, un lieu historique. Et là en l'occurrence, on joue le rôle d'Arnaud pendant la Révolution française. Donc le jeu se passe dans Paris, à l'époque de la Révolution, et donc on retrouve un petit peu tout le gameplay d'Assassin's Creed, et avec à chaque fois des petits renouvellements dans chaque épisode qui donnent du sel au jeu. Et dans celui-là, en vrai ce qui est très sympa, c'est que c'est dans Paris, qu'il y a plein de monuments qui ont été reconstitués, comme souvent dans les Assassin's Creed. Et en fait c'est juste aussi un kiff d'aller grimper sur le toit de Notre-Dame, d'aller visiter la Sainte-Chapelle où ils ont hyper bien reproduit les vitraux. En fait rien que pour l'aspect touristique, moi je recommande ce jeu. Voilà, c'est donc Assassin's Creed Unity, ça se passe à Paris, c'est une belle promenade si on aime les mondes ouverts et les jeux d'aventure, franchement ça coûte pas très cher et ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour nos top et flop du mois de mai. Comme d'habitude, dites-nous dans les commentaires quels sont vos top et flop vous du moment et si vous connaissiez ce qu'on vous a présenté et ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nico, on te retrouve le mois prochain pour les prochains top et flop. Sans faute. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.